Donc Mazin a enseigné longtemps aux États-Unis, puis il est revenu en Palestine parce qu'il voulait être utile à son peuple. Après son intervention, on vous montrera une vidéo sur le musée. Et puis ensuite, il y aura une séance de questions-réponses. Et puis il y aura un verre de l'amitié auquel on vous invite à rester. Voilà, si vous voulez suivre ce qu'écrit Mazin, vous pouvez vous mettre sur une liste de diffusion et vous recevez donc des nouvelles du Proche-Orient et vous pouvez suivre ces différentes analyses. Can you check that it's working? Voilà, peut-être que maintenant ça suffit. Je vous laisse maintenant intervenir. Merci. Merci à tous d'être venus. Alors ce jour où il fait très beau. Donc je vous rappelle pour la traduction en français, sentez-vous à l'aise, venez prendre vos écouteurs. Je vais essayer de ne pas parler trop vite. Mais aussi on ne veut pas que les gens s'endorment. J'ai aussi un livre, le seul livre qui a été traduit en français sur la résistance populaire. Si certains en veulent, on pourra leur obtenir des exemplaires. Mais là, ce dont je veux parler, la Palestine fait partie du croissant fertile. Dans le croissant fertile, c'est là où nous avons commencé, nous, êtres humains, à développer l'agriculture. Jéricho est la plus vieille ville. Il y a 11 000 ans de civilisation. Cela a à voir avec la géographie, avec la géologie, avec les plaques tectoniques et la manière dont a été créé le point le plus bas sur Terre, la mer Morte et la Méditerranée, les montagnes. Donc nous avons une biodiversité. Je ne vais pas parler trop longtemps de cela. Je suis un biologiste, je pourrais parler des heures de cela, ou d'animaux. Mon champ, c'est les animaux. Au musée, nous avons des gens qui sont intéressés par les plantes. Mais je voudrais dire que nos ancêtres, qui ont domestiqué les animaux et les plantes, des plantes comme le blé, l'avoine, des animaux comme les chèvres, les moutons. Ils ont d'abord été domestiqués dans le croissant fertile. Et ces ancêtres, qui étaient appelés les Canéens, vivaient en harmonie avec la nature pour des milliers d'années. Donc des villages comme ici, comme celui que vous pouvez voir, cette photo près de Tulkarem, montre la nature et comment ces villages anciens n'ont pas changé pour des milliers d'années. Ils sont restés les mêmes, avec une préservation des environnements naturels. Et quand les gens ont développé l'agriculture, ils avaient du temps, ils ont inventé des choses comme l'alphabet, la philosophie, les lois, la musique et d'autres choses qui collectivement nous appelons la civilisation, même si je ne pense pas que nous sommes une espèce tellement civilisée, mais l'alphabet que vous utilisez même ici, il vient de chez nous, il vient de cette part de l'Asie, de nos ancêtres araméens, de l'alphabet araméen, qui s'est transformé en arabe alphabet, en alphabet hébreu, en alphabet latin, en alphabet grec, etc. Nous avons une culture écrite. J'ai un projet au musée qui est relié à l'histoire culturelle et à l'histoire culturelle naturelle. Quand je parle d'histoire culturelle naturelle, comment les gens utilisaient l'agriculture, comment l'agriculture s'est développée,
Et donc je crois que c'est important de se rappeler que nos ancêtres ne faisaient pas de la monoculture avec la même plante. Ce n'est pas comme ça que ça fonctionnait. Donc c'est important de se rappeler de cette histoire. On parle de permaculture maintenant, mais nous les Palestiniens, nous avons fait ce genre d'agriculture pour 11 000 ans. C'est une terminologie moderne pour ce que nous faisons, ce que nous avons fait pendant des milliers d'années. Nous avons des problèmes en question environnementale en Palestine. En partie, c'est lié à la politique. Alors, je vais essayer de pas trop parler de politique ce soir, car c'est pas la question. Mais certains de nos problèmes environnementaux sont liés à nos problèmes politiques. Par exemple, quand Israël reprend la vallée du Jourdain, et quand ils prennent les sources, les nappes phréatiques, car la Palestine est sur une route migratoire pour les oiseaux entre l'Europe et l'Asie, pour l'Afrique qui viennent aussi. Donc cela résulte en de nombreuses destructions et de nombreuses espèces disparaissent. Israël prend également l'eau de la vallée du Jourdain, du lac Tibériade, comme vous pouvez le voir sur la carte, à gauche, et le détourne. Qu'Israël ne contrôle pas tout le territoire jusqu'en 1967, parce que jusqu'en 1967, il ne contrôlait pas la Cisjordanie. Mais comme vous pouvez le voir, à l'époque, la rivière du Jourdain était touchait la Cisjordanie. Donc il détournait l'eau pour rendre plus sèche la vallée du Jourdain. Et donc rapidement, la mer Morte a commencé à baisser. Et là, vous pouvez voir que la mer Morte, elle est vraiment en train de se réduire très rapidement. Et vous pouvez voir comment ça impacte. On le voit dans les images par satellite. On voit la désertification qui avance, les changements du climat. Et afin de régler ce problème de la réduction de la mer Morte, ils veulent prendre de l'eau de la mer Rouge à travers un canal jusqu'à la mer Morte. C'est un projet destructeur qui revient à pomper donc l'eau de la mer Rouge d'abord, la faire descendre, la désaliniser. On utilise de l'eau fraîche de cette eau-là et à travers des entreprises hydroélectriques. En fait, ce qui restera de l'eau désalinisée alors sera mis dans la mer Morte. Ce projet a un impact environnemental énorme. Tous les groupes écologiques en Jordanie, en Palestine, en Israël, en Palestine, ils disent que c'est vraiment un projet très mauvais, très dangereux. Mais la Banque mondiale l'a financé et les gouvernements jordaniens et israéliens l'ont approuvé et ça avance. Il est déjà à moitié réalisé. On doit aussi bien sûr affronter les défis comme les changements climatiques, l'augmentation de la température de 2 à 3 degrés centigrades. Et les pluies vont se réduire jusqu'à 20 à 25% dans notre région. Et ça aura bien sûr des effets très significatifs sur la population, cette réduction des pluies. Dans la vallée du Jourdain, il y a de nombreux problèmes. Il y a toutes les colonies israéliennes que vous voyez là en bleu. Et les Palestiniens n'ont plus que 6% de la vallée du Jourdain. Et donc la zone est utilisée pour l'entraînement militaire, pour les tirs, pour les exercices. Et donc Israël a totalement détruit la vallée du Jourdain. Il y a un manque d'eau. Pas qu'on manque d'eau, en fait il y a plein d'eau.
Il y a plus de pluie à Ramallah qu'en Cisjordanie qu'à Londres. Je ne sais pas si vous savez ça. Donc, de l'eau, des pluies, on en a suffisamment, mais le problème, c'est une distribution inégale de l'eau. Nous, les Palestiniens, on a beaucoup moins de ce qui est nécessaire pour avoir une vie saine. Et les colonies reçoivent beaucoup plus que ce qui est recommandé par les Nations Unies. Au niveau de l'environnement, la Cisjordanie, c'est une situation qui est très grave, mais c'est quand même mieux qu'à Gaza. À Gaza, c'est vraiment un problème énorme au niveau de l'environnement. Et les Nations Unies en témoignent. Et ils disent que d'ici 2020, Gaza sera invivable. C'est déjà maintenant invivable, car la nappe phréatique n'est plus potable. Et il y a de grands problèmes avec pour les 2 millions de personnes qui vivent à Gaza dans une bande désertique. Je pourrais continuer et expliquer beaucoup d'autres choses. Ce que je voudrais dire, je voudrais me centrer sur les solutions plutôt que sur les problèmes. Mais la situation géopolitique, les problèmes géopolitiques ont maintenant 100 ans. Ça a commencé avec les Français, les Anglais, avec la déclaration Balfour en 1917 et le soutien au projet sioniste en Palestine. Le fait que la population est instable, que la structure politique est instable, bien sûr, a un effet sur l'environnement, comme je l'ai dit tout à l'heure. Mais il faut aussi penser à la question démographique. Les êtres humains aussi posent problème. Donc 500 villes palestiniennes ont été détruites lors de la création de l'État d'Israël. Et cela a créé une importante population de réfugiés. Aujourd'hui, c'est 7 millions. 7 millions sur 12 millions de Palestiniens sont des réfugiés ou des personnes déplacées. Ce qui est arrivé en conséquence au niveau géographique, les Palestiniens ont été limités à des petites zones, comme ce qui est arrivé aux Indiens d'Amérique. La même chose aux Palestiniens aujourd'hui. Presque 3 millions en Cisjordanie, 2 millions à Gaza. À l'intérieur d'Israël de 1967, 1,5 million de Palestiniens. Dans les pays arabes, aussi 2 millions, essentiellement au Liban, en Jordanie, en Syrie. La raison pour laquelle je montre cette photo, c'est de voir en termes environnementaux, en termes de solutions, on doit penser à la question démographique, à la distribution de la population et qu'est-ce qui va leur arriver finalement et comment s'en sortir avec ça. Une deuxième raison pour réfléchir à cette question-là est la question de la pauvreté et de l'instabilité qui a un effet sur l'environnement. Donc il faut penser en termes d'éducation pour conserver nos ressources. Donc là on voit le GDP, le PNB par habitant qui est relié avec l'index de l'environnement. Donc plus on est pauvre, moins on est concerné par l'environnement, comme vous pouvez le voir. C'est normal. Vous ne pouvez pas vous attendre un enfant à Gaza qui a faim de ne pas tuer un oiseau ou de prendre une fleur sauvage, de la cueillir. Donc la pauvreté est liée à la question environnementale. Lorsqu'en Palestine ou d'autres pays instables comme en Syrie ou en Afghanistan ou en Afrique, donc là je vais arrêter de parler des problèmes, je vais parler du diagnostic parce que je suis un médecin biologiste. Quand j'enseignais à l'université de Yale aux États-Unis, vous prenez l'histoire d'un patient, vous me faisiez le bon diagnostic, mais si vous arrêtez là, vous n'êtes pas un bon docteur. Il faut offrir quelque chose, une solution, d'accord ? Donc, je vais me concentrer sur
une partie de la solution, une petite partie de la solution, car ce que nous faisons est très similaire à ce que vous faisiez dans ce centre en termes de conservation de l'environnement. Donc, nous faisons l'éducation avec les enfants. Il faut commencer avec les enfants. Donc, le musée d'histoire naturelle que nous avons ouvert il y a 3 ans a une mission. Cette mission a 3 objectifs: recherche, éducation et conservation. Et pour promouvoir ces idées, dans le but d'avoir quelque chose de soutenable, que l'homme est capable de vivre dans un environnement qui est bien, où il va manger de la bonne nourriture et qui vive en harmonie avec la nature. Donc notre devise au musée, c'est le respect. Respect pour nous-mêmes en tant qu'êtres humains, même avec l'occupation, même avec la pauvreté, d'autres circonstances, il faut être capable de faire quelque chose. C'est important. Donc la deuxième chose, c'est le respect des autres. Il faut respecter les autres êtres humains, qu'ils soient musulmans, juifs, chrétiens, athéistes, c'est pas important. Ma famille est chrétienne, mais bon, je suis mixte. Mon père est grec orthodoxe, ma mère est luthérienne, ma femme est sino-américaine, sa famille est bouddhiste, et mon fils est né au Texas, alors c'est un redneck, un paysan aux États-Unis. Et ma sœur est devenue une mormone. J'ai des cousins qui sont devenus musulmans. Et mon fils est en train de draguer une fille qui est juive. Voilà, il la rencontre chaque semaine. Donc voilà, ça c'est mon parcours. J'aurai peut-être des enfants qui sont juifs, ou je ne sais pas. Mais c'est la beauté. C'est ma philosophie, donc c'est la beauté. Je pensais l'autre jour qu'on a mangé ensemble avec des amis ici. La diversité, c'est une force. La biodiversité, par exemple, l'écosystème. Quand nous voyons la diversité, ça veut dire que c'est un bon écosystème. Quand on voit qu'une seule espèce qui domine sur une région, ce n'est pas stable. Même pour cette espèce qui domine, ce n'est pas bon. Cette espèce ne va pas rester dans cette société car elle ne pourra pas. Elle est interdépendante. C'est la même chose pour la société humaine. Une société qui promouvoit l'uniformité, toutes les mêmes personnes, ne sont pas très stables et ne durent pas très longtemps. Je n'ai pas besoin de vous rappeler des exemples dans l'histoire, comme l'apartheid en Afrique du Sud, ou l'Allemagne nazie, qui a duré 12 ans, etc. Elle ne dure pas, car c'est très instable. Une société qui respecte la diversité et ses membres sont des sociétés qui sont plus stables. Donc, je crois dans ce concept de la diversité. Je pense qu'il faut le promouvoir et la protéger. C'est là devient notre respect pour les autres. Et notre 3e niveau sur lequel on travaille, c'est le respect pour la nature et les animaux. Alors on fait de la recherche, de l'éducation, de la conservation. Alors la recherche, que faisons-nous ? Nous publions de nombreux articles scientifiques. Les 2 dernières années, nous avons publié 22 articles scientifiques sur différents sujets. J'ai eu plusieurs étudiants qui publient ces articles sous mon contrôle. Ensuite, je laisse les gens faire de la recherche sur le sujet qu'ils veulent, mais qui sont, je leur dis, de faire quelque chose qui n'est pas abstrait, mais qui a un lien avec la société. C'est important de faire des recherches en lien qui apportent quelque chose à la société. Par exemple, voici une recherche que l'on fait. C'est dans une zone entre Bethléem et Jérusalem, donc là où j'habite à Bethléem, l'université de Bethléem et Jérusalem. Voilà comment ça ressemblait en 1927 et à quoi ça ressemble aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est une jungle de béton. Quel est l'impact de ça sur la biodiversité? Donc, on étudie ce genre de choses. Donc, on a fait un document sur le déclin de la biodiversité.
Là, c'était avec un stagiaire allemand. On accepte les stagiaires, les étudiants. Et on leur apporte nourriture et logement. Donc, c'est ouvert. Vous pouvez venir travailler avec nous pour étudier la biodiversité. Et voilà, et rédiger ensemble un document de recherche. On a écrit sur les oiseaux, les oiseaux migrateurs, puisque la Palestine est dans une zone stratégique pour la migration des oiseaux. 5 millions d'oiseaux passent au-dessus de la Palestine chaque année. On a écrit sur les amphibiens. Les amphibiens en Cisjordanie sont un bon indicateur de la qualité de l'eau. C'est pour ça que je vous avais posé des questions ici sur les grenouilles. Donc on a écrit aussi des études sur les papillons, sur les scorpions dans la Cisjordanie. Le papier sur les papillons a été fait par un étudiant qui était en première année d'université. Et déjà, vous voyez, en première année, à pouvoir publier des documents scientifiques dans une revue scientifique. On a étudié aussi les escargots, différentes espèces, sur des escargots de l'eau, qui indiquent aussi le niveau de pollution. Donc ce sont des études vraiment très importantes pour indiquer la qualité de l'eau. On a aussi écrit sur le rôle des musées et des jardins botaniques en termes d'éducation à l'environnement, en termes de préservation de l'environnement. Comment est-ce qu'on peut utiliser au mieux ces endroits pour pouvoir éduquer les gens. Et ce qu'on a appris comme leçon, on essaie donc de partager en écrivant. Voilà, dans les derniers 2 mois, voici ces 3 documents, ces 3 études ont été publiées dans les revues scientifiques. Et quand on les publie, j'ai déjà eu beaucoup de demandes de gens qui voulaient entrer en communication avec nous, des gens qui nous ont écrit de Tanzanie, du Kenya ou d'autres pays. Donc des personnes qui veulent faire la même chose que nous, qui veulent aussi ouvrir ce type de musée et faire un jardin éducatif. On a étudié aussi donc les activités israéliennes, les activités humaines. On a fait ici 2 papiers de recherche donc sur l'impact humain, sur l'impact des êtres humains sur l'environnement, notamment donc l'impact des colonies industrielles israéliennes qui se débarrassent donc de leurs déchets sur les terres et qui rentrent dans les eaux et qui entraînent donc des avortements et des problèmes de santé importants. Ça, j'en ai parlé. Quand vous faites de l'activisme, il y a des prix à payer. Et j'ai déjà perdu 90 de mes amis qui nous aidaient. Bon, ça, c'est le dernier ami que j'ai perdu. C'était un pharmacologiste et il avait travaillé avec nous dans ses recherches dans le musée et sur les questions d'environnement. Donc, ce nom est Bassil Lahatch, celui qui est avec le t-shirt. Je voulais faire un discours court pour avoir suffisamment de temps pour les questions et aussi parce que la vidéo peut être beaucoup mieux que les diapos. J'aimerais que vous regardiez cette vidéo. Ça dure à peu près 9 minutes. Donc, nous avons plus d'1 heure pour parler, pour discuter. Vous avez des questions? J'ai voulu le faire comme ça, car je suis sûr que j'ai parlé juste de certains sujets qui pourraient vous intéresser. D'autres sont intéressés par d'autres sujets. D'avoir plus de détails sur n'importe quoi. Donc je suis heureux de répondre à vos questions. Et il y a une feuille, n'hésitez pas à mettre votre email. Ainsi nous pouvons rester en contact. Et j'ai aussi des brochures. Ma carte, où vous pouvez avoir ces différentes choses.
J'ai une question politique. Est-ce que vous travaillez avec les universités israéliennes? Alors bien sûr, comme avec l'Afrique du Sud, nous sommes pour le BDS, boycott des investissements de sanctions, qui dit qu'on ne peut pas coopérer avec des universités israéliennes ou des institutions qui soutiennent l'apartheid. Mais nous avons des relations avec des Israéliens en tant qu'individus, en tant que scientifiques, en tant que chercheurs. Ils sont même venus la semaine dernière, avant que je vienne. 55 activistes israéliens sont venus au musée et au jardin botanique et ont écouté. J'ai fait une présentation, comme aujourd'hui, avec plus de détails. Nous avons donc discuté d'un nombre important de sujets et certains ont décidé de devenir des activistes avec nous. Donc, j'ai été arrêté de nombreuses fois à cause de mes activités politiques. Comme je l'ai dit, je suis un fauteur de troubles. Mais lorsque j'ai été arrêté, c'était avec des Israéliens qui étaient avec nous, des Israéliens pour les droits de l'homme. En particulier, des choses qui ont des liens avec les droits de l'homme et l'environnement, comme le mur qui est en train de détruire des écosystèmes, les colonies. Donc nous travaillons avec des Israéliens, des individus, pas avec des institutions. Je suis désolée, je n'entends pas la question, donc je ne peux pas vous la traduire. Donc vous me demandez si les Palestiniens se préoccupent de l'environnement, mais vous savez, la pauvreté, lorsque les gens sont très pauvres, je ne veux pas attendre d'eux qu'ils soient conscients de l'environnement. J'essaie bien sûr de les rendre conscients et actifs, mais c'est plus difficile. C'est mieux quand ils ont plus d'aisance économique. Donc il y a des façons de contourner ce problème. Une des manières, c'est de s'assurer que la conservation de l'environnement en fait, apporte un bénéfice économique aux personnes. C'est pour ça qu'on s'intéresse à la permaculture, à l'aquaculture, à ce genre de choses qui peuvent montrer aux gens qu'avec ça, ils peuvent cultiver leurs propres légumes, et même dans les camps de réfugiés, ou même sur les toits des camps de réfugiés, dans la cour. À Bethléem, dans le camp de réfugiés de Haïda, il y a des gens qui, en fait, sur leur toit, en fait, maintenant, élèvent des poissons. Donc, on peut penser à des stratégies, des techniques, afin de rendre les gens capables de faire des choses par eux-mêmes et leur montrer l'importance de la conservation de l'environnement. Donc, c'est maintenant cette approche duelle, à la fois pour s'assurer une sécurité alimentaire et une prise de conscience de l'environnement. J'ai une question. À propos du projet sur la mer Rouge, mer Morte, ce canal. Quel sera l'impact négatif qu'aura ce projet? Très bonne question. La première chose, le canal mer Morte, mer Rouge passe dans une région où il y a les plaques continentales d'Afrique et d'Arabie qui se rencontrent. C'est ce qui a fait le grand rift qui part de la Syrie à la Tanzanie, au Kenya, et qui a creusé la vallée du Jourdain. Donc, c'est une région où ça bouge. Chaque année, il y a des tremblements de terre importants. Et donc, nous avons peur du plus grand tremblement de terre. Le dernier, c'était en 1927, le dernier grand tremblement de terre. Tous les 80, tous les 100 ans, il y a un grand tremblement de terre. Donc, nous attendons un tremblement de terre en Palestine, en Jordanie, bientôt. Imaginez ce que va faire un tremblement de terre qui amène de l'eau de haut en bas. Donc la mer Morte va être dévastée. Un autre aspect, prendre de l'eau de la mer Rouge. La mer Rouge a des coraux, a des couleurs magnifiques, des espèces qui sont en danger, un habitat très unique. Dans la Golfe d'Aqaba, au Golfe d'Elat, comme ils disent les Israéliens,
Mais cela, ça va être dévasté. Il y a des sites archéologiques qui vont être complètement déplacés. Même le premier endroit où les hommes ont trouvé du cuivre, où ça a commencé l'âge de cuivre, tout ça, ça va être détruit. Il y a d'autres problèmes très nombreux qui vont affecter donc les espèces. Donc les espèces en danger et un canal qui va passer. Les animaux ne migrent pas par rapport aux frontières. Ils bougent, ils migrent à travers les frontières. Donc les animaux qui vont de l'est à l'ouest tout le temps ne seront plus capables de se déplacer de l'est à l'ouest. Il y a d'autres endroits auxquels nous regardons et on voit que l'impact sera très dévastateur pour les gens, pour l'environnement, etc. Mais ils vont recevoir des milliards de dollars de la Banque mondiale et il y a des gens qui vont s'enrichir, bien sûr. Et c'est comme ça que la vie fonctionne parfois. La façon dont ça marche dans beaucoup de parties du monde, l'évaluation de l'impact environnemental, comme j'ai montré là pour le canal, ce qui est fait, donc c'est l'évaluation par les consultants, éco-consultantes. Dans une étude d'un de mes étudiants, a montré que c'était totalement inutile. Que les gens qui évaluent ces projets n'ont aucun contact avec la réalité. Ils ne connaissent absolument pas le contexte, ils ne connaissent rien à la biodiversité. Ils ne pensent même pas à la mer Rouge ou à l'eau de la mer Morte, que les eaux ne sont pas du tout les mêmes. L'eau qui va être désalinisée n'a rien à voir avec l'eau de la mer Morte. La chimie de l'eau n'est pas la même. Et la vie qu'il y a autour de la mer Morte, qui a une vie autour malgré son nom, est liée à la qualité de l'eau de la mer Morte. Donc il y a un habitat très riche tout autour de la mer Morte. Et cette eau qui sera amenée par l'usine de désalinisation va aussi avoir un impact, va changer cet environnement. Et s'il y a un tremblement de terre, toute cette eau-là, elle va déborder sur la rivière Ara. Ils n'ont pas pris ça en compte. C'est vraiment de la merde, l'étude qui a été faite. Je voudrais ajouter quelque chose. Vous me corrigez. Les raisons pour lesquelles la mer Morte diminue, c'est en partie dû parce que la vallée du Jourdain, donc il y a les Bédouins palestiniens qui ont des moutons, des chèvres. Mais ces gens sont expulsés et que les Israéliens, les colonies qui sont là, ont un autre type d'agriculture beaucoup plus intensive et beaucoup plus consommatrice en eau que la population bédouine locale. Oui, c'est ce que j'ai expliqué. Comment est-ce qu'en fait ils prennent l'eau de la vallée du Jourdain et l'amènent donc vers les collines là où il y a les colonies. Et cette détournement de l'eau ne met pas de sens au niveau économique. Au niveau environnement, bien sûr, c'est terrible. Mais sans même compter ce que ça a fait sur la vallée du Jourdain, la rivière Jourdain n'est plus une rivière. C'est devenu un courant. En fait, il y a beaucoup de courants dans cette zone qui sont bien plus importants que la vallée du Jourdain. En fait, on peut traverser, il y a des endroits où l'eau ne viendra même pas jusqu'à vos genoux dans la rivière du Jourdain, parce que Israël a pris cette eau du Jourdain. En fait, ils prennent l'eau, ils l'amènent donc vers les zones où donc les colonies se sont installées, les Palestiniens ont été expulsés, et ils cultivent des lentilles, du seigle. Et en fait, il y a plein d'eau de pluie qui est disponible ici. Et ils n'ont pas besoin d'amener cette eau ici.
Alors ils disent qu'ils ont fait fleurir le désert, hein, qu'ils ont fait fleurir cette zone, mais ce n'est pas vrai. Les concombres qui grandissent ici, qui poussent ici, coûtent 10 fois plus que le prix auquel ils le vendent. Et sans compter le coût de la construction du canal. Économiquement, tout ça n'a pas de sens. Au niveau environnemental, ça ne fait pas de sens. Socialement, ça ne fait pas de sens. Politiquement, ça fait peut-être sens parce que ça assèche la vallée du Jourdain et ça appauvrit les Jordaniens et les Palestiniens qui vivent de part et d'autre de la vallée du Jourdain. C'est la raison pour laquelle ils le font. Et c'est pour ça que la mer Morte, elle s'assèche et se réduit, puisque le Jourdain ne verse plus suffisamment d'eau dans la mer Morte. Vous avez parlé de l'agriculture au début de votre présentation. Et à la fin, vous avez montré que vous produisez du compost. Et on sait que le compost, c'est quelque chose de très important pour l'agriculture écologique. Pour faire ce genre d'agriculture en Palestine, et ce qu'on m'a dit, lorsque j'étais aux Philippines, en juillet, j'ai rencontré quelqu'un de Malaisie. Et elle est en train de monter un réseau. Donc Israël exporte de plus en plus de pesticides dans les endroits palestiniens, c'est ce qu'elle m'a dit. Donc elle était en train de faire monter une action pour stopper ces exportations de pesticides israéliens et tenter de préserver l'agriculture palestinienne et les enfants palestiniens. Comment les Palestiniens peuvent... Oui, les pesticides, c'est un gros problème, vous avez raison. Israël fait des pesticides qui sont interdits au niveau international et les vendent dans ce marché qui est dépendant, c'est-à-dire le marché captif des Palestiniens, parce que tout passe, on peut importer uniquement avec l'autorisation israélienne. Donc Israël gagne plus de 3 milliards avec l'occupation, car la plupart des produits qui sont vendus en Cisjordanie, dans la bande de Gaza, sont des produits israéliens, et on n'arrive pas à développer nos propres produits. Et notre propre industrie qui a été détruite, qui a été rasée au sol. Donc c'est un système de dédéveloppement. Mais comme un marché captif, ils peuvent nous vendre tout ce qu'ils veulent. Et ils nous vendent aussi des pesticides qui sont interdits en Israël. C'est-à-dire qu'ils vendent des pesticides aux Palestiniens. Car ils ne s'en fichent de notre santé. Leur santé les importe. C'est un peu stupide. Car ces pesticides, les animaux ne respectent pas les frontières. Donc finalement, ça va impliquer aussi les Israéliens. Ça va impacter les Israéliens. Et donc de nombreux Israéliens, il y a 720 000 Israéliens qui vivent en sein de la Cisjordanie, des colons qui vivent à nos côtés. Donc quand on est en train de répandre un certain pesticide, et qui est interdit à Israël, mais qui est autorisé en Palestine, en Cisjordanie, donc forcément ça affecte les colons. Donc oui, les taux de cancer augmentent, on voit des naissances, des déformations à la naissance, l'infertilité augmente. Donc, c'est une politique intentionnelle qui affecte les Palestiniens. Et bien sûr, lorsque nous tombons malades, nous n'avons pas un bon système de santé. Donc on va dans les systèmes de santé israéliens qui demandent de l'argent, ça coûte cher. Et donc certains doivent vendre leur maison pour avoir un traitement. Car Israël est un pays très cher et donc dans le santé, dans les cas très graves, les pathologies très graves comme les cancers, ça coûte très cher de se faire guérir. Mais on n'a pas d'autre choix d'aller en Israël. Donc Israël gagne, même quand les Palestiniens sont malades. Donc c'est quelque chose qui est un problème pour nous. En termes, à propos du compost, je n'ai pas vraiment compris votre question sur le compost. Le compost,
ce que nous essayons de faire avec le compost, c'est réfléchir à tous les problèmes, mais nous, en tant que Palestiniens, qu'est-ce qu'on peut faire pour les résoudre, ces problèmes? Laissez-moi commencer avec l'insecticide. Qu'est-ce qu'on peut faire avec ces insecticides? Je peux montrer aux Palestiniens qu'ils peuvent faire grandir des choses sans pesticides, avec un contrôle biologique. Il y a beaucoup de méthodes biologiques pour contrôler les pesticides sur les plantes. Et si je leur montre ces exemples, si je montre que ça fonctionne, sur une ferme d'entraînement, ils essayent. Vous n'avez pas besoin de l'essayer sur tous vos champs. Essayez sur une petite portion, sur une petite aire. Et si ça se fonctionne, ça leur permet d'économiser de l'argent, parce qu'ils n'ont pas besoin de payer d'insecticides. Donc, ils adoptent. Ça, c'est une manière, comment je peux les aider avec ce cas particulier. Avec le compost, c'est la même chose. Maintenant, nous sommes obligés d'acheter des fertilisants israéliens. Ils sont très mauvais. Ils sont très mauvais pour l'environnement. Donc je dis aux fermiers, pourquoi avez-vous besoin d'acheter ces fertilisants qui sont si mauvais? Peut-être que vous allez produire plus, une ou deux, mais après votre terre ne sera plus fertile. Donc utilisez des fertilisants écologiques avec du compost et vous verrez, vous pouvez le montrer. Vous essayez sur une partie de votre champ pour 3-4 ans, et si ça fonctionne, vous l'essayez sur le reste de votre culture. Et je leur dis, regardez combien de produits agricoles, de produits organiques que nous jetons aux ordures. 60% de nos déchets sont des déchets organiques. Des pots de pommes de terre, des pots d'oignons, tous les déchets de cuisine, etc. Ces 60%, on pourrait le réduire. On fait du compost et on fait du fertilisant naturel qui est magnifique, qui fonctionne très bien. Il fait des miracles. Et donc, vous gagnez de l'argent, vous économisez de l'argent. Pourquoi procéder d'une autre manière? C'est comme ça que je fonctionne. Je pars d'exemples simples, avec des solutions simples qui permettent de renforcer les gens. Et c'est une forme de résistance, il faut le voir comme cela. Car d'un côté, les gens restent sur leur terre, même dans des circonstances extrêmement difficiles comme la colonisation, l'occupation, ça devient une forme de résistance. Et c'est une forme de résistance magnifique, car ça vous donne de la nourriture qui est bonne, des produits organiques, des produits biologiques, etc. On voit des images de Gaza. Je vais voir si j'ai des images ici de Gaza. Donc c'est une bande de terre donc sur la Méditerranée, sur la côte Méditerranée. La question sur Gaza et la situation de Gaza. J'ai beaucoup d'amis à Gaza. Ils m'appellent souvent pour me demander pour toutes sortes d'aides, de soutien. C'est très difficile là-bas. Gaza n'a jamais été une région désertique d'ailleurs. Il y avait une vallée, la vallée de Gaza, Wadi Gaza. Donc prenez donc l'eau des montagnes d'Hébron jusqu'à la côte méditerranéenne. Donc il y avait une rivière qui était même plus forte que la rivière Jourdain à son plus haut niveau. Donc il y avait assez d'eau. Il y avait assez d'eau à Gaza. Mais c'est en fait Israël qui a coupé tout ça. Ils peuvent le faire de leur côté. Et après tout ça, c'est terminé. Donc ce qui a commencé à se passer, aussi avec l'augmentation de la population à Gaza, parce que 2/3 des Gazaouis sont des réfugiés. Donc ils sont arrivés à Gaza sur les 2 millions, 1,2 million sont en fait des réfugiés de 1948. Donc en fait la population de Gaza a été triplée et il y a une prison qui a été créée donc à Gaza. Et en plus vous privez ces gens d'eau, donc ils n'ont plus accès,
Ils n'ont plus d'accès à l'eau courante. Donc la population augmente dramatiquement en raison aussi de la croissance naturelle. Parce qu'un autre phénomène sociologique est très connu, vous le savez, c'est que plus les gens sont pauvres, plus ils ont des enfants. Ma femme et moi, on n'est pas pauvres, alors on a un enfant. Ma sœur, elle est plus pauvre, elle a 4 enfants. Je ne sais pas comment, peut-être que les gens n'ont pas d'argent pour la télévision, alors ils ont des enfants. Mais en tous les cas, la pauvreté s'accompagne de plus d'enfants. Et donc Gaza étant très très pauvre, et donc plus Gaza devient pauvre, plus la population augmente. Et ce qui augmente donc l'utilisation des eaux. Et s'il y a moins d'eau, donc il y a encore plus d'extraction donc de la nappe phréatique, et plus on tire de l'eau de la nappe phréatique, et plus l'eau est utilisée et usée et devient salée. C'est un très très grand problème. Et c'est pas durable. Et tout le monde sait que c'est pas durable. Et Israël, de temps en temps, va vendre de l'eau à Gaza. Vous vous rendez compte, ils coupent l'arrivée d'eau à Gaza, et puis après, ils vendent la propre eau de Gaza, ils la vendent au Gazaouis. Et c'est la même chose en Cisjordanie. En Cisjordanie, j'ai de l'eau quand les Israéliens décident que j'ai droit à avoir de l'eau. Et quand ils font ça, en fait, ils me font payer. Voilà, on doit payer pour notre propre eau. Et ils nous payent 5 fois plus qu'ils font payer les colons. Donc c'est un système qui vise à appauvrir les gens et les faire souffrir économiquement, environnementalement et à d'autres niveaux aussi. Et dans ce type de situation de colonialisme, quand les indigènes ne sont pas voulus, on fait pression sur eux pour qu'ils partent. Je ne sais pas ce qui va se passer à Gaza. Mais je peux vous assurer, il y a déjà un grand problème de malnutrition. Ce taux de malnutrition augmente. Et je m'attends à ce que les gens commencent à mourir de faim et de malnutrition. Et peut-être que s'ils commencent à mourir par centaines, que le monde va se réveiller et faire quelque chose. Mais j'espère que le monde se réveillera avant que ça arrive. Ma question est sur ce qu'on nous en parlait avant. Le fait de faire de l'agriculture avec des pesticides ou des fertilisants naturels, pensez-vous le fait de faire des fertilisants naturels, est-ce que c'est vraiment perdu en Palestine? La question, je vais la répéter pour les gens qui traduisent. Alors, le fait de perdre, oui, nous avons perdu le fait de faire des fertilisants naturels. Nous allons perdre ces connaissances, car la plupart des réfugiés qui ont été chassés des villages, certains villages étaient le long des côtes et ils avaient une manière de pêcher, très particulière. Donc certains étaient dans les montagnes où on produit les choses d'une manière différente. Donc tous ces gens-là sont devenus des réfugiés, la plupart d'entre eux. Donc ils ont perdu leur technique car ils vivent dans des camps de réfugiés. Et ceci depuis 1948. Donc on parle de 69 ans. Donc la génération la plus vieille perd ses traditions et va mourir. Donc il faut retrouver ses connaissances. J'ai un projet qui a été approuvé par le British Council, justement pour rassembler notre histoire orale et nos connaissances orales et les préserver dans notre musée
comme patrimoine de l'ethnoécologie, de l'ethnozoologie. Et donc ces connaissances très importantes doivent être préservées. Et nous faisons tout pour les préserver. Et j'espère que cet argent va bientôt arriver, cette bourse qui doit nous être affectée, car ça va nous permettre de récolter de nombreuses informations. Je connais de nombreux endroits où je pourrais débuter dans les camps de réfugiés. Et même ma mère, qui a 85 ans, et elle sait, c'est remarquable. Elle va dans les champs avec moi et elle peut me dire, cette plante est utilisée pour ceci, pour une plante médicinale. Nous mangeons comme ceci. Ceci, c'est des champignons comestibles. Ceux-ci ne sont pas comestibles. Toutes ces connaissances vont être perdues si nous ne le documentons pas. Et donc j'espère que nous pourrons faire ça très rapidement avec le soutien financier du British Council. Au pire des cas, s'il n'arrive pas, il faut que je trouve des volontaires et que je commence à récolter ces informations. Concernant le changement climatique, en relation avec la conférence, la COP de 21, est-ce qu'il y a une possibilité de parler de cette question à la COP 21 ? Je ne suis pas sûre de comprendre la question. Est-ce qu'à la COP 21, est-ce qu'il y a eu donc une réflexion, ou est-ce qu'il y a eu par rapport à ces sujets-là sur le changement climatique? Donc le rôle de la Palestine dans le changement climatique? Non. Est-ce que la COP 21 au Maroc, l'autorité palestinienne a eu un représentant? Mais soyons très clairs, l'autorité palestinienne est comme le gouvernement de Vichy pour vous. Je ne pense pas qu'ils se préoccupent beaucoup de l'environnement, mais plutôt de garder leur propre position. Il y a une autorité donc de surveillance de la qualité de l'eau qui a été au Maroc, et je l'ai appelé, je lui ai dit voilà ce que tu devrais dire là-bas, voilà des choses vraiment importantes pour la COP21, mais je pense que ça l'a pas beaucoup, elle n'a pas prêté beaucoup d'attention. Je lui ai donné les informations, mais le ministère israélien de l'Environnement était là-bas, et en fait il a ridiculisé l'autorité palestinienne devant eux en public. Et je me suis sentie vraiment mal. Parce que si elle m'avait écoutée, si elle s'était préparée, ça ne se serait pas arrivé. Mais bon, c'est la vie, comme vous dites en français. On s'est battu. Il y a un projet en lien avec le changement climatique, mais c'est vraiment un projet de la base. Ce n'est pas du haut vers le bas, c'est vraiment à la base. Je veux que les gens des différents villages qu'ils développent des stratégies d'adaptation au changement climatique qui arrive. Il y a des façons de le faire, de s'y préparer, et même de le faire face à la désertification, de planter des arbres, par exemple, quelques graines, prendre soin d'eux pendant 2 ou 3 ans. Je ne dirais pas prendre... En fait, ça constitue une barrière contre la désertification grâce aux racines des arbres. Le composting aussi ralentit les effets du changement climatique. Utiliser aussi moins de pétrole
utiliser l'énergie solaire, nous l'utilisons aussi, afin d'être le plus indépendance possible d'Israël, pour parler politiquement, mais aussi au niveau environnemental. C'est mieux qu'on utilise le moins de pétrole possible, de mazout. Parce qu'Israël contrôle l'électricité, il nous fait payer. Et ils vont couper l'électricité, par exemple, à Gaza, c'est eux qui décident. Je dis au Gaza, oui, mais utilisez les tunnels pour faire rentrer des panneaux solaires. C'est pas si cher que ça maintenant, les panneaux solaires. On peut construire un beau système pour quelques milliers de dollars et de pouvoir être indépendamment pour l'électricité. Utiliser aussi l'énergie du vent, en hiver notamment. Et on peut donc créer des maisons autonomes en installant un système sur le toit des maisons. Il y a des moyens pour nous de faire des choses en tant que gens de la base. Il ne faut pas attendre que l'autorité palestinienne ou que le gouvernement israélien ou que n'importe qui d'autre voit la lumière ou commence à devenir des gens décents. Moi, je ne vais pas attendre pour ça. Est-ce que vous pouvez développer votre pensée sur le fait que c'est un gouvernement de Vichy, l'autorité palestinienne? C'est un terme très fort. Je pense que les gens l'ont compris. Que c'est comme c'est le gouvernement de Vichy, j'ai pas besoin d'élaborer ceci. Basiquement, l'autorité palestinienne a été créée dans le cadre du processus d'Oslo. Et le processus d'Oslo, le texte, si vous le lisez, les accords d'Oslo, Oslo 1 et Oslo 2, les textes ont été écrits bien avant par le gouvernement israélien. Le but, c'est de créer une autorité, un nom, l'autorité, qui gouvernait les Palestiniens pour l'éducation, pour la santé et ramasser nos déchets. Donc comme ça, c'est des tâches qu'Israël n'a pas besoin de faire. Donc basiquement, de cette manière, ils peuvent. L'occupation est plus profitable parce que l'occupation coûte. Il faut savoir, ça coûte de l'argent d'occuper un territoire. Il faut s'occuper de la population. Il faut de la sécurité. Là, ils ont besoin de rien faire. Ils tirent uniquement des profits. Même la sécurité, pour eux. 43% du budget de l'autorité palestinienne est dépensé pour la sécurité. La sécurité pour qui? Pas pour les Palestiniens, c'est sûr. Sécurité pour les Israéliens. Ainsi, ils peuvent protéger Israël de manifestations palestiniennes ou d'attaques. Donc quand je vais faire une manifestation, la première force de sécurité que je dois affronter, c'est pas celle israélienne, c'est la police palestinienne qui interdit aux Palestiniens de manifester. Ça arrive très souvent. C'est pourquoi je dis que c'est comme un gouvernement de Vichy. C'est juste un sous-contractant. Subcontractor en anglais, sous-contractant. Sous-contracteur de l'occupation. Sous-traitant. Et nous payons pour ça en plus. La communauté internationale paye pour cela. L'Union européenne paye pour cela. Alors, je ne comprends pas la question un petit instant. Qu'est-ce qu'il faudrait faire? Qui, l'autorité palestinienne ou les Israéliens? Qui doit agir? Non, je pense. Qu'est-ce que vous recommandez? Qu'est-ce qu'il faut faire? Dans l'intérêt ma recommandation aux Palestiniens, aux hommes politiques palestiniens, c'est la même recommandation que pour les hommes politiques israéliens ou américains
ou même aujourd'hui, j'ai rencontré des politiciens luxembourgeois, des hommes politiques luxembourgeois, je fais les mêmes recommandations à tous. Il faut que la politique ne soit pas à court terme les intérêts de ce politicien, et que l'homme politique qui parle des droits de l'homme, de la loi internationale, de la justice environnementale, il faut qu'il l'exerce. Il ne faut pas juste parler, il faut le mettre en pratique. Ils doivent signifier quelque chose. Ce n'est pas uniquement spécifique aux hommes politiques palestiniens. La plupart des politiciens mettent leurs doigts en l'air, ils regardent comment le vent souffle et ils vont dans cette direction, ils changent position très rapidement. Ils sont intéressés dans une seule chose, eux-mêmes et leur position. Ils ne sont pas intéressés par l'environnement ou par autre chose. Donc ma recommandation, c'est d'avoir des principes et de rester attaché et fidèle à ces principes. Et donc des fois, je préfère les politiciens de droite, car ils ont certains principes, même si je ne suis pas d'accord avec ces principes, mais au moins ils s'y attachent plus que des politiciens de gauche, que des gens de gauche, qui ne s'y attachent pas. Donc c'est paradoxal. Prenez une position, je dis, et si vous voulez supporter le droit de l'homme, vous les supportez. Alors vous restez sur cette position, soutenir les droits de l'homme, mais vous y restez, vous êtes fidèle à cette ligne. Si vous êtes pour la pureté de la race, alors restez sur cette position. Ça ne m'intéresse pas, mais voilà. C'est mon vision de la classe politique. Je pense que les hommes politiques ne répondent qu'à une chose, c'est la pression publique. Aux États-Unis, par exemple, je suis un citoyen américain. Je peux parler contre mon propre gouvernement. Aux États-Unis, le pire exportateur du mal, de violence dans le monde, comme disait Martin Luther King, c'est les États-Unis. Ils ont tué des millions de gens dans le monde. Mais si vous regardez aux choses positives qui sont arrivées aux États-Unis, comment elles sont arrivées, pensez par exemple aux droits des femmes. Uniquement en 1920, les femmes ont pu voter. Les droits, l'égalité dans les années 50 et 60, quand les citoyens africains-américains ont pu voter. La fin de la guerre au Vietnam, lors de la semaine de travail à 40 heures par semaine, la sécurité sociale, les lois environnementales, tout cela, toutes les choses positives qui sont arrivées aux États-Unis, sont arrivées comment ? C'est pas un politicien qui s'est réveillé, qui a été inspiré par Dieu ou je ne sais qui, par la pression populaire, la pression des gens qui sont battus, qui sont... Quand je dis que je suis un fauteur de troubles, je suis une de ces personnes qui essaie de pousser, et je pousse très fort. Et il y a 4 gouvernements qui m'ont déjà interrogé. Alors les Israéliens m'ont interrogé de nombreuses fois, les États-Unis à 2 reprises, le FBI une fois la Jordanie, les services secrets jordaniens et bien sûr les autorités palestiniennes une fois. Voilà. Donc 4 gouvernements, ne même pas. Ça veut dire que je fais un bon travail. Donc je suis reconnaissant. C'est comme ça que je le vois. Il faut pousser dans une direction dans laquelle vous croyez sans penser aux conséquences. Il faut protéger les bons politiciens. Il y en a très peu. Une fois 1 sur 1 million. Un bon homme politique, une femme politique. Il faut les protéger et les soutenir. Et c'est comme ça que je pense que nous devons traiter les politiciens. Qu'ils soient palestiniens, israéliens, c'est pas important. Ou d'une autre nationalité. Je pense que vous avez une question. Est-ce que vous pensez qu'en éduquant les jeunes, les écoliers, ceux qui viennent chez vous, est-ce que ça va entraîner un changement politique en agissant aussi de manière plus responsable au niveau de l'environnement ? Absolument. Parce que tout commence localement.
On pense globalement, on agit localement. Donc ces enfants, ces jeunes sont ceux qui vont changer la société. Un homme qui vient dans le musée, qui regarde, bonjour, je suis Mohamed, qu'est-ce que vous avez fait à ma fille? Je dis, hein, qu'est-ce que j'ai fait à votre fille? Je n'ai rien fait. De quoi vous me parlez? Écoutez, elle est venue à votre musée, à votre jardin botanique, et maintenant, elle est complètement folle sur l'environnement. Elle veut plus que je fume, et il faut que je nettoie le jardin. Et alors, ça vous inquiète? Non, non. Moi, je suis venue vous dire ça, merci, en fait. Parce que vous avez fait en sorte qu'elle ait une influence sur nous, sur toute la famille. Je vois, super, j'ai fait mon travail. Parce que c'est juste de ça dont il s'agit. Hein. C'est un enfant qui a un effet sur la famille, mais il y a beaucoup plus d'effet qu'un adulte. C'est vraiment important qu'on travaille avec les enfants. Et ça, c'est ce qui prépare le futur. Avant qu'on commence avec le musée, donc il y a 3 ans, mon activisme était plus en lien avec des manifestations, travaillé beaucoup dans différents pays au niveau international. Nathalie, maintenant, elle peut dire, maintenant c'est plus pareil, je suis pas sûre de venir. Maintenant, je veux vraiment rester là, ici, à Bethléem. Donc, j'ai réduit mes voyages à l'international et aussi mon engagement politique. Parce que j'ai décidé de faire passer mon énergie de ces engagements politiques à travailler plus avec les enfants. Parce que ça a davantage d'impact. Je pense ici, dans ce centre, ici, vous constatez aussi l'impact sur les enfants qui viennent, qui interagissent, leur sensibilité à la protection de l'environnement. Et pas simplement en lien avec l'environnement, les animaux, les plantes, mais aussi, je suis sûre de ça, vous pouvez me corriger si je me trompe, je suis sûre que vous avez ici des animaux, des moutons, des chèvres, et des petits animaux, les enfants peuvent venir s'en occuper. Un enfant qui s'occupe des animaux ont beaucoup plus de compassion avec les autres êtres humains que ceux qui ne s'occupent pas, qui ne sont pas en contact avec des animaux domestiques. Donc ça intervient aussi à ce niveau-là. Je me soucie des animaux, je me soucie des plantes, je me soucie aussi des autres êtres humains. J'ai du respect pour eux. On revient à la question du respect. Si tu as du respect, ça fait une très grande différence dans le champ politique, dans la politique au niveau mondial, par exemple. On le voit maintenant. Quand tu écoutes les nouvelles, pourquoi est-ce que Hollywood a une telle mauvaise influence sur les gens? Parce qu'il n'apprend pas le respect. Il montre que quelqu'un n'est pas d'accord avec toi, ben tu le tues. Hein? Arnold Schwarzenegger, c'est ce qu'il fait dans ses films. Alors, il y a les mauvais, il y a les bons, des chapeaux blancs, des chapeaux noirs, des cow-boys, des Indiens, et on tire. Il y a toujours un bon côté et un mauvais côté. Et d'une manière ou d'une autre, le bon côté gagne, mais c'est pas la réalité, c'est pas le monde. Le monde dans lequel on vit, il n'y a pas un bon côté, un mauvais côté, des gens bien, des gens mauvais. Non, ça n'existe pas comme ça. Il y a des gens qui font des mauvaises choses, mais ils ne sont pas forcément mauvais. Et chacun d'entre nous a un côté mauvais, un côté ange, un côté démon. Et on doit décider quel est cet aspect qu'on va nourrir. Hein. Vous êtes indépendant de l'autorité palestinienne, des Israéliens? Comment nous, ici à Luxembourg, pouvons
pouvons vous aider? Que pouvons-nous faire concrètement? Qu'est-ce que nous pourrons faire pour participer à votre travail? Concrètement, dites-moi. Donc, nous, en tant qu'individus, non pas qu'à Luxembourg, moi je pense à travers le monde, en Palestine aussi, comment, en tant qu'individus, nous pouvons faire la différence? Est-ce que nous avons une autre heure, peut-être? Je vais essayer d'être bref. Sur mon site web, il y a 67 manières de la manière dont vous pouvez nous aider. Mais, vous pouvez regarder ça sur notre site internet, mais brièvement, je pense que la première chose, le plus important, c'est d'avoir des bonnes informations. Lisez sur la situation, renseignez-vous. Si vous n'avez pas envie de venir, je comprends, il n'y a pas de problème. Vous êtes les bienvenus, hein, bien entendu. Comme ça, vous aurez une meilleure vision déjà des choses. Et je vous encourage à le faire, car il n'y a rien de mieux que la visite sur le terrain, de voir la réalité. Et nous vous invitons, surtout si vous voulez être volontaire dans le jardin, et en plus on vous héberge, on vous donne à manger, donc ça ne vous coûtera pas cher, vous êtes les bienvenus. Mais si vous voulez, même juste pour quelques jours, vous êtes les bienvenus. On peut toujours vous héberger. Donc, en voyant et en comprenant une situation, c'est très important pour comprendre et avoir la vérité. Mais ce n'est pas assez, bien entendu. Il faut ensuite faire quelque chose avec cette information. Vous pouvez simplement répandre l'information autour de vous, dire qu'est-ce qui se passe, informer les gens. Et bien sûr, nous serons contents d'avoir votre aide. Être volontaire ou faire des réseaux avec différentes choses. Ou vous pouvez être volontaire ici. Vous n'avez pas besoin de venir là-bas. Dans n'importe quel endroit où vous êtes, par exemple, si vous êtes un média, vous pouvez nous aider en connectant notre histoire, en l'expliquant. Si vous aimez écrire, vous pouvez écrire à votre journal. Si vous êtes religieux, vous allez à l'église et vous parlez avec eux. Nous, Palestiniens chrétiens, avons fait un document qui s'appelle le document du Caire. Le rôle de la communauté du monde. Et comment les chrétiens et l'Église, elle doit s'impliquer pour la justice, pour les droits de l'homme, etc. Vous pouvez aussi avec une expertise, si vous avez de l'expertise en permaculture, si vous avez de l'expertise en quelque chose, comme je l'ai dit dans le film, tout ce jardin botanique, on l'a fait juste avec notre argent, sans argent étranger, car nous voulions que ce soit un agenda palestinien qui ne dépend pas des donneurs, de ce que veulent les donneurs, ce que les donateurs européens en particulier veulent. Donc nous l'avons fait avec notre argent. Ma femme et moi-même avons donné une grosse partie, plus de 50 000 $. Et ensuite des amis, des collègues, plusieurs centaines de milliers de dollars, une centaine de milliers de dollars. Et c'est comme ça que ça fonctionne depuis 3 ans. Nous survivons avec cet argent. Et donc, si nous n'avons pas de soutien, si nous n'avons pas depuis 2 ans, nous pensons qu'il faudra de plus en plus de donations. Et je commence à demander de l'argent à l'étranger. On a demandé une donation au gouvernement anglais, etc.
Nous avons des échanges avec les programmes Erasmus. Nous avons des Européens qui viennent, qui nous aident. En particulier, j'ai échangé avec l'Université de Sienne en Italie. Ils sont venus en Palestine, je les ai aidés, etc. Donc, il y a énormément de manières. Je pourrais en parler très longtemps. Mais envoyez-moi un email et dites-moi quels sont... C'est pas uniquement financier, ça peut être une expertise, ça peut être faire du réseau. Il y a énormément de manières où vous pouvez nous aider. D'accord, donc je vais vous écrire et puis vous me direz si ça peut aider. Oui, oui, je vous répondrai. Et une autre question? Donc vous dites que c'est pas étonnant qu'on puisse pas, que l'autorité palestinienne n'a pas d'utilité, d'intérêt. Et donc vous essayez aussi de pousser vos étudiants donc vers des recherches pratiques avec un impact local. Ma question, comment faites-vous à partir du moment où il y a une étude ou un papier qui est publié, à qui vous allez vous adresser, avec qui vous travaillez, pour pouvoir en fait avoir une application pratique de ce savoir. Donc, par exemple, le papier que je vous ai montré, qui a été publié dans un magazine international très connu, avec un contrôle par les pairs, une approche très scientifique. Donc, ils ont montré donc, les effets donc, des déchets des colonies israéliennes sur la santé. Donc, le premier groupe à qui j'ai montré, en fait, c'était l'autorité palestinienne. Je leur ai dit, regardez cette étude, voilà, il y a des ressources que vous pouvez utiliser pour dire à Israël, voyez, regardez ce qui se passe, arrêtez de jeter vos déchets dessus. Hein. Je crois qu'il y a déjà plus de 3 ans, je leur ai donné le document, et puis tous les 2 mois, je les appelle, je les supplie, ils ne font rien du tout. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Alors, je vais m'arrêter et accepter cette situation? Non. Alors, j'ai commencé à envoyer cette étude à d'autres organisations, des organisations de santé à travers le monde. Bien sûr qu'Israël, c'est pas très content de ça, pas très content de mes activités. Alors, ils essaient de me stopper, de me freiner. Je pense que si je suis un peu plus protégée que d'autres Palestiniens, c'est parce qu'en fait, j'ai un passeport américain. C'est la seule raison pour laquelle je suis un peu mieux protégée que d'autres. Même avec ça, ça ne me permet pas, par exemple, d'entrer à Jérusalem. Donc c'est pour ça, ils me prennent comme Palestinien et ils ne me laissent pas entrer à Jérusalem. Bien que j'ai été dans le passé un enseignant à Jérusalem. Mais au moins, avec le passeport américain, j'ai un certain niveau de protection en termes de poursuites judiciaires. Bon, ils m'ont fait des procès, ils m'ont mis en cours, au tribunal pour incitation. Voilà, je vous incite. Voilà, bon, c'est ce type d'accusation. Mais c'est la réalité que l'on confronte. Donc je dis toujours à mes étudiants, je ne donne pas de conférences, j'interagis dans les classes avec les étudiants,
j'ai pas la science infuse, je peux aussi me tromper. Donc les gens doivent renforcer leur capacité et réfléchir. Ils peuvent avoir d'autres pistes, d'autres solutions meilleures que les miennes. Il y a beaucoup de choses que je ne sais pas. Je ne sais pas, par exemple, comment faire avancer cette étude, comment faire pour que ça... Peut-être que l'un d'entre vous a une idée pour faire avancer ce travail. Est-ce que je peux aller, moi, devant la Cour internationale de justice? Je ne sais pas, j'ai besoin d'experts. Si vous avez des experts, peut-être que Jean peut me le dire. Est-ce qu'un individu a le droit de s'adresser à la Cour internationale de justice en tant que Palestinien? Là, on peut penser à d'autres façons c'était un exemple que je donne. Hein. Il y a quelqu'un qui travaille avec nous sur les abeilles. Personnellement, moi, je ne connais rien aux abeilles. Bon, j'ai lu quelque chose, mais je ne connais rien. Donc, il a étudié sur les abeilles. Un jour, il est venu. C'était un de mes étudiants, il est professeur Komzeye. On m'avait demandé de prendre soin des abeilles, mais maintenant, il y a les guêpes qui sont en train de manger les abeilles. Voilà. Et alors, il faut trouver une réponse. Moi, je regarde sur Google, je cherche, trouve une solution sans utiliser de produits chimiques. Je ne veux pas de produits chimiques. 2 semaines plus tard, il est venu. Il a inventé quelque chose, un piège en fait, un piège pour les guêpes. Les guêpes, elles arrivent, l'abeille, elle peut sortir du piège, mais pas la guêpe. La guêpe, elle reste, elle meurt naturellement sans produits chimiques. J'étais tellement content qu'il ait trouvé ça tout seul. Je me suis dit, on va prendre des photos, on va le montrer à tous les éleveurs d'abeilles en Cisjordanie. Ils peuvent savoir comment se débarrasser des guêpes. Ce que je veux dire, c'est que moi, je n'ai pas la réponse à tout. Mais j'attends que les étudiants et d'autres se renforcent pour trouver eux-mêmes les solutions. Peut-être que nous, on ne va pas nous libérer la Palestine, mais on peut quand même faire certaines choses. Mieux faire certaines choses que de dire, bon, ben voilà, je suis juste un individu, je ne peux rien faire. Chacun peut faire quelque chose. Si on revient à la question que posait Zineb, qu'est-ce qu'on peut faire? Tout le monde peut faire quelque chose quelque part. Chacun d'entre vous peut faire quelque chose. Il y a déjà 50 personnes ici. Et si demain, chacun d'entre vous a une action en lien, pas simplement avec la Palestine, mais avec l'environnement, de manière générale, dans votre environnement. Si chacun d'entre vous fait une action simple, si vous écrivez une lettre à qui un président, un premier ministre, et vous leur écrivez, bon, qu'en est-il des Palestiniens, des prisonniers palestiniens, les 1600 qui sont en grève de la faim? Si chacun d'entre vous écrit une lettre, ça fait 50 lettres, c'est déjà une action. Vous voyez, on peut espérer que ça marche. C'est un exemple ce que je vous donne. Vous pouvez faire des petites choses chaque jour. C'est mieux que de ne rien faire du tout. Merci. Un dernier mot. On vous invite donc dans la pièce d'à côté pour avoir un verre. Et merci beaucoup. Merci Mazine. Donc aujourd'hui, on va organiser donc une manifestation de solidarité avec les prisonniers palestiniens à la place Clairefontaine, vendredi à 12h30. Donc pour manifester nos solidarités avec les prisonniers politiques palestiniens qui sont en grève de la faim. Oui, certains dans des situations de santé très très mauvaises et certains peuvent mourir d'un moment à l'autre. En fait, ce qu'ils demandent, c'est des choses simples comme avoir visite de famille, de mettre fin aux détentions administratives. Détention administrative, ce qui veut dire qu'on est emprisonné sans savoir pourquoi, sans avocat, sans aucune assistante.
ce qui peut être renouvelé tous les 6 mois. Donc en fait, ils ne demandent même pas à être libérés, ils demandent juste à avoir les droits de base pour les prisonniers politiques. Voilà, donc il y a votre livre dans la pièce d'à côté, quelques exemplaires. Merci.